Nous avons le plaisir de recevoir une scientifique, grande voix de la recherche sur les sciences du climat, directrice de recherche au commissariat à l'énergie atomique. C'est une pionnière sur les questions climatiques. Elle est membre du Haut Conseil pour le climat. Elle a coprésidé l'un des groupes de travail du GIEC et elle publie Face au changement climatique, un état des lieux à la fois de la connaissance scientifique, on y apprend beaucoup de choses, mais également un récit personnel, celui d'une femme qui a fait le choix de la science et de l'engagement d'une citoyenne. Ça vient de paraître aux éditions du CNRS. Bonjour Valérie Masson-Delmotte. Bonjour. Et bienvenue. Expliquez-nous ce qu'est la justice environnementale, à part augmenter les budgets pour les tribunaux qui traitent d'affaires climatiques. C'est simplement donner les moyens à la justice d'enquêter et de rendre justice pour que le droit de l'environnement s'applique. Et j'ai eu l'occasion, dans le cadre notamment de la formation, vous savez, des agents de l'État sur les enjeux climatiques, d'intervenir à plusieurs reprises à l'École nationale de la magistrature et de dialoguer avec des gendarmes, avec des procureurs qui mènent des enquêtes sur les sujets liés à l'environnement. Et la chose la plus claire qui ressort, c'est un manque de moyens. Dites-nous ce qu'est par exemple la délinquance environnementale. L'expression peut sembler étonnante, c'est la troisième activité criminelle la plus rentable dans le monde. Oui, c'est par exemple le trafic d'espèces protégées qui peut être rentable et conduit à la destruction de la biodiversité, la perte d'espèces menacées. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres. C'est aussi le fait de ne pas respecter tout le cadre réglementaire qui s'impose en lien avec la pollution, mais aussi en lien avec le changement climatique, bien sûr. Vous parlez du manque de moyens, mais par exemple, cette semaine, le tribunal international du droit de la mer a rendu un avis qui estime que les États ont l'obligation de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pour protéger l'environnement marin. C'est la première fois, on a dit que c'était historique, c'est la première fois qu'une juridiction internationale émet un avis sur le changement climatique. En fait, il n'est que consultatif, donc c'est pas seulement une question de moyens. Est-ce qu'il faut la rendre contraignante, cette justice climatique? Alors, cette décision, elle est importante parce qu'en fait, elle rappelle aux États leurs obligations, et notamment du fait que les émissions de gaz à effet de serre, notamment de dioxyde de carbone, on en met quand même 40 milliards de tonnes dans l'atmosphère chaque année dans le monde, modifient en fait l'état de l'océan, conduisent à des vagues de chaleur marine plus fréquentes, plus intenses, un océan qui se mélange moins bien, moins d'oxygène, la montée du niveau de la mer et son acidification. Et tout ça, c'est des pressions supplémentaires sur des écosystèmes marins, en plus des autres pressions sur exploitation, destruction des habitats sur les littoraux, voilà. Et donc, c'est un rappel aux obligations des États pour protéger l'océan et sa vie. Mais sans sanction à la clé. C'est le cadre international et les juristes estiment que cette décision est importante par rapport à une convention qui est forte en fait sur le droit de la mer et le droit international. La difficulté, c'est qu'on a des forêts qui sont dégradées et le bilan net de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est combien on émet, combien les forêts peuvent capter chaque année. Il y a 10 ans, par leur accroissement, elles captaient 40 millions de tonnes par an de nos émissions. C'est divisé par 2. Et quand on tient compte de l'état en fait des forêts, on risque de ne pas réussir à tenir le budget carbone que la France s'était fixé pour la période actuelle. Vous avez été chargée, Valérie Masson-Delmotte, d'évaluer les objectifs affichés par la France en matière climatique, notamment pour le Haut Conseil pour le climat. Et le constat, il a l'air assez limpide. Nous ne sommes pas assez ambitieux. Pourquoi ? Alors, on a écrit une lettre au Premier ministre il y a quelques mois pour souligner le fait que on a une action pour le climat qui a été structurée, qui monte en puissance en France. Mais là, on prend un retard considérable sur un ensemble de textes importants. Les lois climat-énergie, mais aussi la stratégie nationale d'adaptation. C'était attendu en fait en début de cette année, ça n'est toujours pas là. Et donc nous, on rappelle l'importance de ne pas laisser glisser en fait l'opportunité de définir collectivement le cap qu'on se fixe, notamment à l'échelle du Parlement, c'est un enjeu démocratique. Et aussi, on est devant un enjeu très important. On a une stratégie nationale bas carbone à horizon 2030. On a les enjeux du Green Deal européen et sa mise en œuvre dans tous les pays à horizon 2030. Mais c'est maintenant qu'il faut s'accorder sur la trajectoire qu'on veut tenir entre 2030 et 2040. Et ce sera le premier enjeu du Parlement européen, de la Commission européenne, à partir de cet été. Alors, 201 personnes ont été interpellées vendredi après une action devant les locaux du gestionnaire d'actifs Amundi le jour de son assemblée générale. En fait, au départ, ils visaient Total Energy et ils protestaient contre le fait que Amundi finance encore le géant Total Energy, qui est un de ses principaux actionnaires. À l'origine, vous êtes évidemment une scientifique, pas une militante. Est-ce que
ces militants ont raison de s'en prendre à Total. Je m'explique. En fait, Total est devenu Total Énergie en 2021. Donc, il diversifie ses activités. Il ne sort pas du pétrole, mais il est rentré aussi dans les énergies renouvelables. Est-ce que c'est la bonne cible ? Alors, en fait, quand on regarde au niveau mondial, c'est assez frappant de voir que ce qui va acter les émissions de gaz à effet de serre à venir, cela va être principalement les investissements, notamment dans les énergies fossiles. On a une capacité à réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre dans le monde, mais à condition de réorienter les financements vers toutes les solutions. Et elles existent. L'Agence internationale à l'énergie le souligne en fait. Aujourd'hui, les investissements deviennent plus importants sur les renouvelables que sur les fossiles. On a une montée en puissance, par exemple, de l'électrification des mobilités. Ce sont 2 exemples. Et donc, tout ce qui va verrouiller des investissements dans de nouvelles sources fossiles, finalement, va nous éloigner de cette capacité à limiter le réchauffement. Et quand on parle de Total Énergie qui se diversifie, plus que d'autres acteurs de ce secteur, ce qu'on peut aussi noter, c'est que sa trajectoire, en fait, à horizon 2030, compte tenu de ce que les produits qu'elle commercialise impliquent comme émissions, notamment le gaz, beaucoup, ce serait des émissions de gaz à effet de serre quasi constantes à horizon 2030. Et c'est pas du tout la trajectoire nécessaire pour l'accord de Paris. Il faudrait une baisse de l'ordre d'un tiers pour rester sous 2 degrés et encore plus pour rester proche d'1,5 degré. Vous parliez de l'Europe et des objectifs européens et de ce qui devra être examiné, voté par le prochain Parlement européen. On est à 2 semaines des élections maintenant. Comment se fait-il que l'écologie occupe aussi peu de place dans le débat public ? Vous vous êtes battu pour imposer ces questions et de manière rigoureuse, scientifique, qu'on puisse en discuter, en débattre et surtout prendre la mesure de l'urgence climatique. Et là, on a l'impression qu'il y a une sorte de silence radio. Alors que les enquêtes d'opinion montrent que plus de 82% des Européens, en France et ailleurs, considèrent que c'est un enjeu important. Alors que le réchauffement est 2 fois plus important sur le continent européen que la moyenne planétaire. Et que si on regarde en France, métropole et outre-mer, 2022-2023, on voit qu'on a eu des conséquences directes de ce réchauffement, notamment les vagues de chaleur, mais aussi dans certaines régions, les sécheresses, dans d'autres régions les plus extrêmes, qui en fait pèsent lourdement sur les écosystèmes, le bien-être, les activités économiques avec des coûts croissants, y compris des limites à l'assurabilité des risques climatiques des communes en fait, qui ne trouvent plus d'assureurs, par exemple sur le littoral. Moi, je pense que c'est aussi un enjeu pour vous, les journalistes. Oui. Je me permets de le souligner. Vous en parlez d'ailleurs dans ce livre, notamment sur le changement climatique. Quand on a des débats politiques, posez la question à ces différents candidats à des fonctions au niveau du Parlement européen. Que proposez-vous pour renforcer, par exemple, la capacité de gestion de crise coordonnée en Europe ? On a vu à quel point c'était important d'avoir accès à des pompes pour évacuer l'eau dans le Pas-de-Calais. On a vu à quel point c'est important pour la gestion d'incendies. On peut renforcer la capacité de réponse pour protéger les Européens. Moi, je n'ai pas entendu un mot dans les débats à ce jour sur ces enjeux d'adaptation à un climat qui se réchauffe. Et puis, même chose sur les trajectoires de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Que propose-t-il sur la trajectoire 2030-2040 ? En fait, j'aimerais bien le savoir. Je ne l'ai même pas trouvé dans les programmes. D'autant que les chercheurs produisent des connaissances pour les mettre au service de l'intérêt public. Et c'est vrai que ces connaissances ou ces savoirs sont du mal à être relayés dans le débat public. On a besoin d'actions à toutes les échelles, à l'échelle individuelle, à l'échelle des territoires, des villes, à l'échelle des régions qui ont un rôle important en fait en France, et puis à l'échelle nationale et internationale. Et monsieur, en fait, je comprends bien votre préoccupation, mais on peut aussi voir que il y a ne serait-ce que 1 ou 2 décennies, on ne pouvait pas exclure des trajectoires de très forte hausse des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, pouvant conduire à 4 ou 5 degrés en fin de siècle. Aujourd'hui, sur les politiques publiques actuellement mises en œuvre, on est plutôt parti vers des trajectoires vers 3 degrés en fin de siècle. Si les engagements de l'accord de Paris et notamment à la COP28, les promesses des différents pays se mettent en œuvre, on peut encore gagner de l'ordre d'1 demi-degré. Donc le futur n'est pas écrit. Et cela va dépendre de l'ampleur des actions qui vont être mises en œuvre avec 3 grands leviers d'action. Un volet d'innovation technologique, un volet de protection des écosystèmes, très important, on l'a vu avec les forêts, mais aussi un volet qui porte sur la demande, l'efficacité et la sobriété. Un des leviers d'action, c'est le fait de monter en compétences pour que chaque citoyen puisse comprendre ces enjeux-là, les causes, les conséquences, les leviers d'action qui sont jamais parfaits, mais comprendre en quoi ils peuvent contribuer. Et puis après, c'est aussi un enjeu collectivement de comprendre en fait, de délibérer, de construire démocratiquement des trajectoires où chacun puisse se projeter. Et c'est pas du tout facile, notamment quand on a l'impression de changement de cap continu au niveau des gouvernements.
Comment se fait-il que ce qu'on avait du mal à entendre, qu'on ne comprenait pas, ce qui était de l'ordre des signes, d'indications du réchauffement climatique, aujourd'hui ce sont des faits prouvés et ils se heurtent malgré tout à des personnes qui refusent d'y adhérer ou d'y croire tout simplement pour en tirer les conséquences? En fait, ce que je peux dire sur le premier point de votre question, c'est que ce qui était projeté dans les années 90, à l'aide d'ailleurs des premiers modèles de climat, océan et atmosphère, c'est la réalité qui est observée. Ça a d'ailleurs valu le prix Nobel de physique en 2021 au chercheur japonais-américain Suki Manabe. Et à l'époque, en fait, il y avait une impression que ça toucherait d'autres régions plus fragiles, des générations futures. On voit qu'on est tous dedans, en fait, et qu'on n'était pas prêts. Et je pense que certaines études en sciences sociales montrent même que lorsque les gens sont touchés par des événements extrêmes. Je pense à des incendies graves, des vagues de chaleur qui empêchent de sortir la journée, Oui. ou des pluies extrêmes, ou des sécheresses avec crise de l'eau. Ce n'est pas ça qui leur permet de complètement s'approprier les enjeux et être porteur de transformation. Comme ça crée un sentiment d'insécurité, ça amène parfois à chercher des discours simplistes et rassurants, malheureusement. Mais quoi de différent entre le climato-scepticisme actuel dont parlait Marion à l'instant et ce que vous avez rencontré au moment où on ne savait même pas qu'on pouvait parler de ces sujets-là scientifiquement? Alors la différence, c'est que dans les années 90, on entendait dire le climat ne se réchauffe pas, c'est pas dû à l'influence humaine, on peut pas se fier aux projections, c'est pas grave, ça n'est plus tenable. Et donc aujourd'hui, on est sur des discours parfois de marchands de doute également. C'est pas simplement des opinions, c'est aussi de la propagande un peu organisée. Ça vise plutôt à saper la compréhension qu'on a des différents leviers d'action, de la manière dont ça peut s'articuler. Et en Europe notamment, on voit énormément de désinformation sur tout ce qui permet de décarboner l'économie. Je pense pour paralyser en fait les choix individuels et collectifs. Alors, il y a le climato-scepticisme et puis il y a des réticences des gouvernements qui ont l'air de vouloir éviter une écologie qu'on dirait punitive. Exemple avec la crise agricole, on a mis entre parenthèses certaines normes environnementales. Et puis, il y a toujours ce spectre des gilets jaunes qui contestaient l'augmentation de la taxe carbone, des bonnets rouges qui refusaient l'écotaxe poids lourds. Comment on peut faire pour baisser notre empreinte carbone sans déclencher ce genre de mouvement, sans punir, entre guillemets? C'est tout l'enjeu de construire des transitions qui soient justes et perçues comme justes, et donc qui ne soient pas quelque chose qui soit imposé, mais construit avec les acteurs des différentes filières. Et par exemple, sur le monde agricole, il y avait eu des accords avec les syndicats majoritaires et qui ont été remis en cause. Et donc, ce qu'on voit également, c'est à quel point c'est complexe de construire une forme de consensus et facile de détruire en fait le peu d'avancées qui ont été mises en œuvre. Donc ça, c'est quelque chose de préoccupant, mais je veux quand même souligner, on parlait d'entreprises du secteur fossile, à quel point dans les années 80, elles avaient fait dérailler en fait les prémices d'accords internationaux sur le climat. Il y a un article de l'historien Christophe Bonneuil qui a montré au moment des années Mitterrand, dans les années 90, à quel point en Europe, elles ont fait dérailler les politiques publiques pour le climat qui commençaient à être mises en œuvre. Par le lobbying. C'est pas simplement, vous savez, les gens qui ont eu un sentiment d'injustice, les enjeux. C'est aussi quels sont les intérêts économiques, notamment des grandes multinationales, qui pèsent lourd par rapport au choix des gouvernements. Et c'est une facette de votre engagement que vous racontez dans votre livre. Il y a quelque chose d'assez mystérieux. J'aimerais que vous nous expliquiez l'analogie. Quoi de commun entre la compréhension scientifique du réchauffement climatique et un tableau impressionniste, Valérie Masson-Delmotte? Alors, c'est l'image que je donne souvent, c'est-à-dire quand vous regardez avec le nez près d'un tableau impressionniste, vous voyez des taches de couleurs, vous n'arrivez pas à donner un sens à cela. Et finalement, le suivi de l'actualité, un événement extrême, une négociation climat, une nouvelle publication, une polémique, c'est un peu comme si on regardait des taches de couleurs. Il faut faire un pas de côté pour vraiment comprendre ce qu'est le changement climatique, comment on en est arrivé là, les causes, quelles seront les conséquences et comment en fait on peut infléchir nos choix collectifs de développement pour pouvoir en limiter les risques. Donc c'est vraiment un enjeu, ce qu'on appelle de littératie, comme on a à apprendre à lire, écrire et compter. Oui. La littératie climatique, c'est comprendre les causes, les conséquences, mais aussi les options d'action qu'on a devant nous de manière factuelle.